preuve, Clémentine Portier-Kaltenbach est avec nous. Ah, bonjour messieurs, aujourd'hui vous allez être satisfaits, hein, parce que là je Vous récupère repartez pleinement voilà. ma case érotico-historique. Voilà. Et je commence de façon flamboyante en citant un extrait d'un livre intitulé Les histoires d'amour, l'histoire de France. C'est Guy Breton, vous savez, c'est vraiment le spécialiste de la question. Et dans un chapitre intitulé Quand l'amour était sans culotte, hein, ça en dit long sur ce qui suit, il évoque les orgies extravagantes organisées dans les années de terreur révolutionnaire. Parlez-nous de ça. Hein, alors, aussi bien dans les prisons, par les aristocrates condamnés à passer sous la lame impitoyable de la guillotine, que chez les sans-culottes qui allaient assister à ce spectacle. Et tout ça, dans toute la société, sur fond de terreur, eh bien, ça crée une espèce de tension érotique majeure. Hein. Et alors, on s'aimait évidemment d'autant plus furieusement qu'on ne savait pas de quoi serait fait le lendemain. Hein. Et Breton évoque notamment des réunions chez une certaine marquise de Verrières, dans le Marais, en avril 1793. Un soir, Madame de Verrières invita 30 personnes des deux sexes, connues pour leur ardeur, et leur dit « Mes amis, nous serons peut-être morts demain, morts sans avoir goûté tous les plaisirs, toutes les jouissances. C'est pourquoi vous êtes ici ce soir. » S'ensuit une nuit entière consacrée au plaisir. Au petit matin, ils sont tous arrêtés. Allez hop, à la conciergerie. Et le comte de Breuil, qui raconte tout ça dans ses mémoires, prétend aussi que Madame de Verrières continua à recevoir l'hommage de ses compagnons d'infortune jusque-y, y compris dans la charrette qui la mena à l'échafaud. Alors là, moi là, j'ai quelques doutes. Je pense que ça, c'est quand même, Stéphane, vous qui nous connaissez, du monde vous connaissez Guy Breton. Guy Breton, il aime bien en rajouter une bouche. Hein. On n'imagine pas la malheureuse Madame de Verrières en train de se faire son affaire dans la charrette. Vers l'échafaud. Vers la rue Saint-Honoré. Non, là, je crois qu'il y a quand même un peu... Avant de se faire raccourcir, enfin, je veux dire, avant de se faire couper la tête. Vous avez tenté un jeu de mots avec qu'est-ce qui se rallongeait, qu'est-ce qui raccourcissait, mais vous ne l'avez pas trouvé. Mais c'était une belle tentative, Stéphane. Il vaut mieux éviter. Hein. Alors, dans la plupart des prisons révolutionnaires, il semble que quand même, il y a en effet eu des scènes du même genre. À la conciergerie, nous dit-on, le bruit des baisers et des soupirs parvenait jusqu'au fond des corridors sombres. Et parce qu'on mettait les hommes et les femmes dans les mêmes cachots. Oui et non, mais si vous voulez, on pouvait toujours s'y retrouver. Alors, par exemple, à Paris, on racontait que le palais du Luxembourg, l'actuel Sénat, qui était transformé en prison, était désormais le plus grand bordel de la capitale. Et dans une autre prison, Port-Libre. Port-Libre, ça vous dit rien, Mathieu? Non. Parce que Port-Libre, c'était Port-Royal. Mais on ne pouvait plus appeler ça Port-Royal sous la Révolution. Donc ça s'appelle Port-Libre. Et là, les détenus jouissaient d'un jardin où les parties de jambes en l'air se déployaient toute la nuit. Parce que les gens étaient complètement traumatisés et désaxés par l'imminence de la mort. Une certaine Madame de Saint-Amarante, ex-tenancière de Tripot, il fut emprisonnée. Elle ne devait pas s'appeler Madame de Saint-Amarante plus que vous et moi. C'est pas grave. Elle sut plutôt ne décevoir personne. En 2 mois et demi, dit un ancien détenu, elle se donna sans compter et fit le bonheur de tout le monde. Hein. C'est beau, cette générosité. Alors, il y avait des exemples d'amants condamnés qui arrivaient donc quand même à se retrouver la veille de leur exécution et le lendemain, ils embarquaient ensemble dans la charrette. Et puis, pour ceux qui n'étaient pas condamnés au même moment, mais qui voulaient mourir ensemble, il suffisait de crier « Vive le roi !» et vous étiez aussitôt embarqué avec la fournée du moment et vous pouviez mourir avec la personne que vous aimiez. En ces temps aventureux, où le cœur battait comme un tocsin d'alarme, le roman naissait de toutes parts et expirait en tout lieu. C'est un des frères Goncourt qui écrit ça. Alors Parfois, ça finissait un petit peu moins tristement quand même. Sous la terreur, des jeunes filles ou des jeunes femmes nobles n'hésitaient pas à contracter des mariages civils avec des sans-culottes. Parce que, comme de toute façon, il y avait le mariage... Le mariage révolutionnaire n'était pas reconnu par l'Église catholique. Donc, si vous pouviez épouser un sans-culotte, ça vous sauvait la vie, vous évitiez de passer à la guillotine. Puis, ces jeunes femmes se disaient, bon, bah hop, c'est pas reconnu, on se remariera plus tard. Alors, à une jeune fille de 18 ans, Marianne Bossan, un de ses gardiens, Étienne Forestier, propose de l'épouser. Elle accepte. On dit d'ailleurs que ce fut un beau mariage. Par amour pour Marianne, Étienne va reprendre les pratiques religieuses. Et souvent, on l'entendra dire par la suite, je lui donnais la terre, elle me donna
donna le ciel. Et oui, il l'a sauvé de la guillotine. Dans son Histoire des Françaises, Alain Decaux raconte cette autre anecdote. Le 10 février 1794, le citoyen Hainaut, garde national de son État, qui gardait l'échafaud sur la place de Fontenay-le-Comte, est bouleversé parce qu'il voit une jeune fille de 18 ans qui s'apprête à être guillotinée. Elle se nomme Rosalie Duchesne de Denan. Et selon un droit issu d'une tradition ancestrale, donc si quelqu'un offrait d'épouser un condamné, ça se passait déjà au Moyen-Âge avec les pendus, il ou elle était sauvé. Donc ce monsieur, le citoyen Hainaut, propose à la jeune aristocrate de l'épouser pour la sauver. Elle accepte sous les acclamations de la foule. Elle est sauvée. Alors pourquoi cette anecdote est-elle rentrée dans l'histoire ? D'abord parce que dans ces heures sombres et sanglantes, où la justice passe à tour de bras, quand il y a une fin heureuse, les foules, il y a une espèce de soulagement très intense, et ça marquait forcément les esprits. Mais si cette histoire a surtout marqué les mémoires, c'est parce que ce couple dont je viens de vous parler, là, le citoyen Hainaut avec sa jeune fille Rosalie Duchesne de Denan, il est à l'origine, 4 générations plus tard, d'un futur maréchal de France, Jean-Marie Delade de Tassigny, qui signa pour la France l'acte de reddition allemand à Berlin en 1945. Et oui. Heureusement que ce coup de rein a eu lieu. Exactement. C'est donc du mariage. Vous salissez tout. Non, mais vous avez tout à fait raison, Stéphane. C'est comme ça qu'on disait autrefois. Un coup de rein. Oui. Vous savez, en 3 coups de cuillère à peau, là, on dit que c'est la naissance d'Henri IV. Bon, enfin, c'est autre chose. C'est Stéphane qui nous racontera ça un jour dans le fin mot de l'histoire. En tout cas, c'est du mariage d'une aristocrate condamnée à mort et d'un garde national sans culotte que descendait l'un des libérateurs de la France. Comme quoi, vous voyez, sans culotte, aristocrate, pour paraphraser la chanson de Maurice Chevalier. Et tout ça, ça fait d'excellents Français. Magnifique. Merci Clémentine.